Entre nous, l'interview à cœur ouvert sur Cannes, la radio publique israélienne. Il est toujours passionnant de découvrir une ville avec les yeux d'un artiste. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en studio, sans photo, sans images, puisque vous le savez bien, nous sommes en radio, mais on va essayer d'en parler le mieux possible et le plus précisément possible pour vous donner envie justement de découvrir la ville de Tel Aviv. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Yoram Salomon. Bonsoir Yoram. Bonsoir. Alors vous êtes photographe, entre autres. Oui, entre autres, voilà. Entre autres, parce que vous avez beaucoup de casquettes. On vous a connu il y a quelques années avec un site qui faisait beaucoup parler de lui. Il s'agissait de Roots Israël, qu'on suivait tous. On attendait les posts tous les matins qui sortaient avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de dérision aussi. Et on aimait bien regarder Israël avec vos yeux, Yoram. Et vous êtes accompagné aujourd'hui par votre coach, par votre agent. On ne sait pas comment exactement la définir. En tout cas, elle est avec nous. Elle s'appelle Céline Roux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette semaine, on a eu la chance de pouvoir un petit peu vous relire. Vous avez publié des photos et un très très beau texte sur la ville de Tel Aviv, mais plus précisément sur un quartier particulier de Tel Aviv que peu de gens vont visiter. On a plutôt tendance à s'éloigner de ce quartier. C'est vraiment pas touristique, il fait un petit peu peur. On appelle ça le Bronx de Tel Aviv. Il s'agit du quartier sud collé à la Tachana Merkazit. Alors c'est la nouvelle Tachana Merkazit, mais elle fait pas du tout nouvelle, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Elle fait vieille nouvelle, c'est ça. Et vous avez traîné en fait dans ce quartier pendant plus d'1 an, c'est ce que vous avez dit dans ce texte, et vous avez pris des photos parce qu'en fait, eh bien, vous avez eu une espèce de coup de cœur quand même par rapport à ce quartier. En fait, ça s'est passé comme ça. Traîner, c'est que j'y ai habité, hein, clairement, et comme je l'explique dans le texte qui fait que je suis ici aujourd'hui. J'étais un vrai Tel Avivite du centre, un vrai Français du centre de Tel Aviv. J'habitais à Gordon, j'avais un bel appartement et voilà, la vie fait que parfois il y a des choses compliquées qui arrivent. T'as de raison. Aussi, pour plein de raisons. Et voilà, et j'ai atterri là-bas dans un appartement que je trouvais sympathique, mais le quartier beaucoup moins. En tout cas, ça a été le premier regard que j'ai porté là-dessus et parce que c'était sale, parce qu'il y a tout à coup on se retrouve dans une mixité qui fait un peu peur, il faut le dire, parce que dans ma rue, comme je dis dans le texte, c'est vrai, vraiment au bout de la rue, il y a des junkies. C'est ça, c'est pas seulement la mixité des populations, c'est également des populations qui sont en détresse. Oui, en détresse. Alors oui, la mixité en soi, elle est liée à Israël. Oui, c'est ça. Mais il y avait une mixité effectivement de nouveaux immigrants qui n'ont pas aujourd'hui clairement leur place professionnellement, sociétalement, et donc il y a une vraie détresse dans ces quartiers et ça fait peur, c'est clair. Au départ, quand on y arrive, ça fait peur, mais ça n'a pas duré très longtemps en fait. Quoi, la peur? Non, pas la peur, mais en fait, mon premier sentiment, ça a été que j'étais pas à ma place, pas du tout. Bon, c'était aussi psychologique. Effectivement, je venais de passer de Gordon à Agra, c'était la rue où j'habitais, donc en plein dedans. Mais bon, j'ai toujours eu un œil curieux et j'ai toujours aimé la populace et j'ai toujours aimé l'authenticité. Et la saleté m'a jamais fait peur, en fait. Et finalement, moi qui ai un œil de photographe, j'ai commencé effectivement à tous les jours, je trouvais qu'il y avait des scènes extraordinaires. Je voyais des gens que je voyais jamais à Tel Aviv. Je voyais de la misère aussi, mais il y avait quelque chose d'authentique là-dedans. Il y avait quelque chose de vrai et que j'avais jamais vu nulle part. Et quand je suis arrivé en Israël, le premier métier que j'ai fait, c'était directeur marketing d'une agence de tourisme. Donc, c'était pas du tout ça que je vendais, quoi. J'essayais de vendre de la plage, du soleil. La vie fait souvent des surprises. Ouais. Et là, je me suis retrouvé avec ça et c'était tellement en contraste avec ce que j'avais vécu depuis mon arrivée en Israël qu'il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Et puis, la vérité, c'est que des blancs dans le quartier, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, forcément, quand j'étais avec mes 3 fils, très blancs, très blonds dans le quartier, c'était un peu nous l'attraction au départ, vraiment. Et quand on a commencé à sympathiser, parce que je raconte l'histoire de la Macolette dans le film où
dans le film, dans le livre, mais c'est comme un film. Ouais. C'est comme un film presque, où tout à coup... racontez-la pour nos ouais, auditeurs. Oui, en fait, un des premiers contacts que j'ai eu avec la population, c'est un jour, j'avais besoin d'eux, et il y a pas, je ne vais pas aller faire 10 km, donc j'étais vraiment en bas, et c'est vrai que quand je suis arrivé dans la Macolette, les gars qui étaient là, il y avait 4 Éthiopiens ou Érythréens ou Soudanais, peu importe. Et ils m'ont regardé vraiment comme si, qu'est-ce qui vient chercher ses œufs ici? C'était presque de la provoque, quoi. Alors, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et le fait est que, passé le moment de l'étonnement, bon, voilà, j'ai pris mes œufs, je suis rentré chez moi, et voilà. Et c'était tellement burlesque et en même temps fort parce que, bon, voilà, je vais chercher des œufs dans une épicerie de Tel Aviv, il n'y a rien d'incroyable. Mais en même temps, il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Et peu à peu, j'ai pris confiance dans mon quartier, quoi. Et je me suis retrouvé, et puis j'ai commencé à prendre les transports en commun, beaucoup. J'ai commencé à me balader exprès dans mon quartier. Et avec les enfants, d'aller jouer au basket aussi, là où il n'y avait que des blacks, quoi. Et nous, on arrive, pareil, on est 4 blancs, on arrive. Blonds, yeux bleus. Et ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment un gingy et 2 blonds, yeux clairs, enfin comme moi. Donc, c'est dans le quartier, on est remarqué. On est vraiment remarqué. Et finalement, j'ai vécu cette vie pendant 1 an dans ce quartier qui était le mien, parce que je considère que c'était vraiment le mien. Et vraiment, hein, je suis arrivé en Israël il y a 9 ans. Mon premier quartier, c'était Neve Tzedek. Okay, j'ai fait des chouettes quartiers à Tel Aviv. C'est la première fois que je quitte un quartier avec autant de regrets. Et vraiment, quand je suis parti en octobre, je l'ai fait premièrement parce que il y avait les enfants et que c'était plus facile pour eux d'aller parce qu'ils sont scolarisés dans le nord de Tel Aviv et que c'est vrai que c'était une tannée de toujours devoir aller du sud au nord. Et puis, je pense que eux aspiraient, bon voilà, cette période compliquée étant un peu passée, je voulais aussi leur offrir un cadre un peu plus doux, quoi, tout simplement. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je serais resté. Et en fait, il y a toute une vie, tout un microcosme comme ça, de gens qui n'ont pas du tout l'air malheureux, qui ont l'air tout à fait en phase, même si ça ne doit pas être évident. Mais moi, je l'ai vécu à un moment aussi, c'était compliqué pour moi. Et en fait, et c'est ce que je dis, je me souviens, c'est quelque chose que j'ai dit à Céline plusieurs fois, je ne me suis pas senti malheureux à ce moment-là, alors que j'étais dans un moment de ma vie économique très difficile. Et je ne me suis pas senti malheureux. Alors, on va revenir à vos photos, justement. Ouais. Vous en avez publié quelques-unes sur Facebook, hein, pas toutes, bien évidemment, c'est juste pour nous donner envie. Ouais. Ce que j'ai ressenti, moi, en regardant vos photos, c'est que d'abord, il y avait pas ce regard de compassion, etc. Il y avait un regard assez vrai. Vous aviez envie, en tout cas, ce qu'on ressent en regardant les photos, de plaquer des vraies images de la vraie vie quotidienne des gens de ce quartier. C'est pas nécessairement des photos esthétiques, ce sont vraiment des photos de la vie de tous les jours. Sans compassion particulière, sans recherche d'esthétique particulière ou de chercher à prendre le petit enfant qui va pleurer dans les bras de sa maman, etc. Non, c'est vraiment des photos de la vie quotidienne. Et on est touché parce qu'on se dit, ça pourrait effectivement être le quartier dans lequel je vivrais, ou je vivrais pas, mais c'est un des quartiers de Tel Aviv. Tel Aviv, c'est quand même la grande ville d'Israël. Pas la capitale, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est quand même la ville urbaine, la ville où tout se joue, tout se fait au niveau professionnel, etc. C'est assez surprenant quand même. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que effectivement, c'est un quartier. Premièrement, c'est un quartier qui est très méconnu parce qu'il est l'objet de plein de fantasmes de la part de personnes. Et je pense que, comme d'autres quartiers de Tel Aviv qui aujourd'hui ont muté, comme Florentine, comme Neve Tzedek, c'est des quartiers où avant, ça devait vraiment être très problématique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vient d'avant. Et je le dis, je l'ai même dit dans le texte, je me suis quasiment jamais senti en insécurité, même en revenant tard dans mon quartier. Même avec les enfants. Même avec les enfants, encore moins avec les enfants. Je ne sens pas la population hostile, je la sens pas du tout. Et pourtant, je suis pas là non plus à être dans il y a eu des manifestations. Oui, il y a eu des choses, je dis pas le contraire. Mais c'est un quartier sécurisé. Ouais, c'est un quartier sécurisé, mais j'ai pas senti, je veux dire la majeure partie du temps, j'ai pas senti d'hostilité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que par rapport aux photos, au début, la plupart du temps, j'ai développé une technique par rapport aux photos parce que, évidemment, j'ai un appareil à la maison qui me permet de faire des très belles photos si je veux, mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'était une population qui était prête à se laisser prendre en photo. J'étais avec mon téléphone et qu'au début, je voyais des scènes
ou des gens et des postures que j'avais envie de photographier. Et je me dis, comment j'ai envie de les prendre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé au fur et à mesure du temps une technique où j'avais mon téléphone, je mettais mes écouteurs et je m'approchais au max des gens en faisant semblant de parler dans mon téléphone. Et en fait, je les mitraillais. Sans qu'ils le sachent. Sans qu'ils le sachent et sans qu'ils le voient. C'est pour ça qu'on a le sentiment que c'est pas posé. Et il n'y a personne qui pose dans mes photos, ou c'est très rare. Et j'ai commencé à le faire juste peut-être quelques mois avant mon départ, où j'avais commencé à tisser des liens. Par exemple, je parle de mon fils qui a lié des liens avec le gérant de la Macolette à côté de chez nous, parce que, et même moi, ça m'arrivait. Parfois, j'arrivais, ils étaient en train de manger leur pita et leurs trucs, et ils voulaient que je mangeais avec eux. Ça m'arrivait plusieurs fois. Et donc, j'ai tissé des liens au fur et à mesure avec dans quelques endroits, mais c'est pas possible parce que c'est des gens qui auraient refusé, à mon avis, si je ne l'avais pas expliqué, qui auraient refusé de se laisser prendre en photo dans leur misère, enfin en tout cas, ou dans leur c'est pas fierté. Du voyeurisme, hein, non, du pas tout. du tout. Au contraire, moi, j'étais pas dans une démarche voyeuriste, je voyais des choses. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo parce que comme mes enfants continuaient à être scolarisés dans le Nord, à chaque fois que je faisais ce trajet sud-nord, c'est comme si je perdais ma... Pourtant, j'ai photographié aussi des trucs dans le Nord, etc. Mais tout à coup, j'avais moins de choses à filmer. D'énergie, de choses. Et les scènes, elles n'étaient pas aussi nombreuses que celles que je voyais dans mon quartier. Et il y avait vraiment quelque chose de... Et même quand je photographie des putes, et même quand je photographie des dealers, et même quand je photographie des pauvres gens, je ne l'ai jamais fait dans une volonté de voyeurisme. Je l'ai fait parce que ce que je voyais me touchait, vraiment. Et en fait, il y a quelqu'un dans les commentaires, dans mon texte, qui a écrit, on en parle souvent avec Céline, qui a écrit le Tel Aviv invisible, les âmes invisibles. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est ça, ouais. C'est celle qu'on ne veut pas voir, ou c'est celle qu'on... C'est celle qu'on préfère ne pas voir, peut-être. C'est celle, et c'est ce qui a... C'est celle que tu vois, toi, à travers aussi l'âme que tu as. Je pense que... Ou peut-être à travers l'expérience que j'ai eue aussi, c'est-à-dire cette sorte de descente aux enfers, parce que ça a été... Sans faux semblant, sans phare. C'est ça, moi, je crois qu'à travers tes yeux... C'est un peu une thérapie aussi, peut-être. Ça a été une thérapie pour vous. Hein. Ouais, ça a été une thérapie parce que, et c'est pas pour rien que j'ai pas édité ce texte tout de suite, parce que, et très sincèrement, j'ai fait une alliée dorée. Hein. Je le dis, j'ai fait une alliée dorée. J'avais mon job avant de venir ici. Je gagnais très bien ma vie, et j'ai gagné très bien ma vie jusqu'à encore peu de temps. J'ai habité dans des quartiers très bien. J'ai eu des apparts très bien. Et quand j'ai dû bouger, j'ai perdu beaucoup de confiance en vous. De confiance en moi, ne serait-ce que par rapport aux enfants, parce que tout à coup, il fallait expliquer aux enfants. Puis le personnage que vous avez créé aussi autour de vous. Le personnage, c'est ce qui a fait que j'ai pas pris la parole aussi pendant longtemps, parce que tout à coup, je me suis retrouvé... c'était un échec. C'était un échec pour moi. Et je me suis terré, en fait. Et sauf que en me terrant dans ce quartier, et c'est peut-être une des plus belles choses qui me sont arrivées depuis que je suis arrivé ici, hein, j'ai découvert des choses que j'avais jamais vues. Et vous avez enfanté quelque chose de nouveau, en fait. Hein, je sais pas, j'en sais rien, mais le fait est que... Il a été touché, il en devient touchant. Bien sûr. Non, mais c'est souvent les passages difficiles comme ça qui permettent de rebondir. Et... Ça a été une école de la vie, et je le dis dans le texte, je dis que 1 an après, voilà, on est retourné dans le centre Tel Aviv blanc, et voilà, mais ce quartier me manque clairement. Et pas des gens en particulier, mais par exemple quand je parle à mon fils Sinaï, et je lui dis, prénom, ça, hein. Ouais, aussi. Et j'ai dit il y a 2 jours, j'ai dit on va aller voir Omar, donc le gérant de la Macolette dont je parle, ses yeux, il a fait des yeux comme ça, et il était tout content. Il était touché. Ouais. Israël, c'est très compliqué, c'est un pays très compliqué, et je le savais. Mais je l'ai expérimenté, et je pense qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri, encore moins en Israël, de tout à coup se retrouver, parce qu'on n'est pas dans un pays où il y a une démarche sociale derrière qui fait que, même si on se retrouve compliqué, on peut quand même avoir le minimum. C'est le côté compliqué d'Israël. Mais en même temps, cette capacité, on va dire, qu'en Israël on puisse rebondir, elle est, je crois, liée aussi à ce pays, parce que malgré tout, c'est dans nos gènes. Il n'y a pas, en tout cas, siècle après siècle, on a appris à se relever. D'abord, les gens étaient ravis de vous retrouver après ce silence. Je pense qu'il y a plein de gens qui me connaissent, ou alors c'est moi qui suis déformé. On s'est tous dit, ça y est, il est là, il est revenu, il est sur la toile. J'en sais rien. C'est la réaction que j'ai entendue autour de moi, en tout cas. Ouais, vraiment. Même moi, la première. Je sais pas ce regard. En fait, ce qui
ce qui est assez troublant, c'est que pendant, on va dire, ce moment de retrait que j'ai eu et qui était dû à ces complications, j'ai eu très peu de feedback, même de gens avec qui j'ai travaillé auparavant. Et il y a eu aussi, c'est greffé un sentiment de solitude par rapport à ça très fort. On vous a laissé tomber, quoi, en gros. Non, je suis pas là pour jouer ni la victime ni le misérabiliste. C'est pas vrai. On m'a pas laissé tomber. Je me suis aux 6 mois mis en retrait très fortement. Et c'est ce que j'ai compris des choses, c'est que après, il y a des gens qui autour de moi sont restés et avec qui j'ai noué des liens très très forts pendant cette période. Et j'ai fait aussi le vide autour de moi, mais exprès. Après, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas osé aussi venir pendant cette période. C'est une retraite, hein. C'était une vraie retraite. C'était une vraie retraite. Mais aujourd'hui, du coup, et c'est intéressant ce que vous me dites, c'est que le fait tout à coup de revenir, et je pense qu'il y a des gens qui se sont pas du tout imaginés que Yoram qui avait pris la parole. Non, moi je pensais que vous étiez parti à l'étranger. Ouais, bah, c'était un peu ça. J'étais à l'étranger, mais à Tel Aviv. Et que vous étiez revenu en Israël. J'ai eu ce sentiment-là. J'ai jamais quitté Israël. Au contraire, je crois que je l'ai même. Enfin bref. Vous l'avez vécu de l'intérieur. Ouais. Et j'aime bien dire que Israël est une terre qui, vous qui êtes photographe, vous allez comprendre, qui révèle, qui est révélatrice de l'individu, comme lorsqu'on fait des photos et qu'on les développe à l'ancienne, vous savez, dans le produit, et que tout d'un coup on voit l'image. Donc souvent on passe comme ça par des moments difficiles qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. C'est Israël qui veut ça. Quand tout ça est arrivé, cette descente au fur et à mesure, forcément on n'est pas fier. On n'est pas fier parce que au lieu de monter, tout à coup, mais c'est les trépidations de la vie aussi, hein. Mais tout à coup, on n'a pas envie de dire qu'on est en train de se planter ou qu'on est en train de se planter ou qu'on est en train de se casser la gueule. Voilà, et on n'a pas envie de... Et c'est vrai, j'ai gardé toujours... C'est soit je n'apparaissais pas, soit j'essaie de garder la face. Et d'ailleurs, et au début, quand on me dit, t'es où maintenant, tout ça, j'habite près de Levantine. Je ne disais pas où j'habitais, parce que si on regardait à Gras sur le truc, on voyait que c'était... Et après, et en fait, j'ai fini par l'assumer quand j'ai aimé ce quartier. Je l'ai aimé assez vite, mais quand j'étais vraiment sûr que ce quartier-là, c'était vraiment... C'était pas une erreur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors avec ces photos maintenant, ces textes, ces photos? J'imagine que vous avez plein de projets. Je savais que je voulais faire un truc avec ces photos. Très sincèrement, avant de les publier, je savais que j'étais déjà dans ma tête sur une expo, etc. Mais j'y avais pas lié l'écrit. Je savais qu'il me manquait un truc et quand je l'ai posté la semaine dernière avec ce texte qui datait vraiment d'avril 2018, donc ça fait presque 1 an que je l'ai écrit, et que j'ai vu la réaction des gens, je me suis dit, ok, j'ai compris, c'est le texte et les photos et le texte. Je sais que j'ai des choses à dire, je sais que j'ai des choses à dire. Le mute évolue et je pense que... Ouais, j'ai muté, je pense. J'ai muté, je pense. Je sais pas, j'ai plein de choses que j'ai envie de dire. Ce sera ta mutation que tu vas exprimer, justement. Peut-être. Peut-être. Et là, il y a une date qui est fixée pour une expo, pas encore? Vous avez une petite idée? Je ne veux pas m'avancer. C'est quand? C'est bientôt. C'est genre cet été ou à la rentrée? Très sincèrement, j'aimerais bien la faire avant l'été. Ça dépend de beaucoup de choses, de logistique, de temps, de machin, d'enfants, de vie personnelle. Je ne veux pas me fixer sur une date que je ne respecterai pas, d'accord? Très bien. Donc, mais je le ferai savoir. En tout cas, on est ravis de vous avoir retrouvés parce que vous nous avez accompagnés pendant de longues années quand même dans la communauté française en Israël, à travers vos textes, à travers votre regard, à travers votre humour aussi. Et aujourd'hui, on va avoir de nouvelles réalisations, de nouveaux projets et on vous souhaite une belle route encore. Be'atzlacha et merci d'avoir accepté notre invitation en studio. Plaisir.